Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans la première partie de l'émission sur la période du Moyen Empire, nous avons vu une monarchie vacillante, même si cette dynastie parvient quand même à réunifier le pays et restaurer le pouvoir royal. Malgré tout, cette dynastie n'a pas la puissance d'antan, ni les ressources économiques. Dans cette deuxième partie, nous en verrons les nouvelles frontières et puis nous tâcherons de voir s'il sera possible d'éviter le déclin et d'empêcher le pays de tomber dans un nouveau chaos. Le Moyen Empire, épisode 2, de nouvelles frontières. La capitale du royaume, Ititaoui, se trouve au cœur d'un des nœuds commerciaux les plus importants de son temps. L'Égypte constitue un vaste espace de circulation dont les frontières sont moins étanches que ce qu'on pensait il y a encore quelques années. Les pharaons du Moyen Empire ne sont pas en mesure de contrôler pleinement les mouvements de population étrangère au sein de leur royaume. Leur pouvoir demeure fragile. La situation politique instable du pays laisse le champ libre aux invasions étrangères, encouragées par les différents partis qui se disputent le trône. Ainsi, Amenemhat Ier doit affronter une coalition de Nubiens, de Levantins, de Medjez, c'est des habitants du désert oriental, et d'habitants de Haute et Basse Égypte. Après lui, son fils, Sésostris Ier, doit faire face à des pillages et à un début de guerre civile dans la région de Thèbes. Des groupes de bandits profitent aussi de la situation pour piller le temple de Thoth, aidés par des Asiatiques, des Medjez et des Nubiens. Ces hors-la-loi ont été recrutés parmi ceux qui ont été vaincus au moment des luttes intestines qui déchirent toujours les grandes familles. La couronne n'a donc aucun moyen de maîtriser l'ouverture et la fermeture des frontières du royaume, il faut le savoir. Résultat, les populations voisines de l'Égypte vont et viennent à leur gré dans la vallée du Nil. Les Nubiens s'installent dans le désert oriental, tandis que des groupes levantins et bédouins se fixent dans le delta. Ces groupes de pasteurs, qui jouissent d'une grande autonomie finalement, sont suffisamment nombreux pour susciter l'intérêt de l'administration royale. Ces nomades qui arpentent le désert et les pistes qui traversent les montagnes peuvent devenir du coup de précieux alliés pour des expéditions lancées vers le Sinaï, là où se trouvent des mines de cuivre et de turquoise. Les agents royaux parviennent à conclure une alliance avec les chefs bédouins qui apportent leur aide pour les déplacements et la protection des agents de la couronne. De même, le désert oriental est un endroit tellement hostile et dangereux que les agents royaux ne peuvent pas le traverser sans être escortés par une partie de la population. Moutuhotep II lance une expédition en direction de la mer Rouge pour rejoindre le pays de Punt. Une équipe constituée de 3000 hommes traverse le Wadi Hammamat sous la protection de chasseurs et d'habitants du désert oriental, seuls maîtres de cette partie de l'Égypte. En Moyenne Égypte, les groupes de pasteurs créent un nouveau type de domaine, les huit. Il comprend un habitat regroupant les membres d'une même famille et une grande surface de terre où les bovidés paissent en toute liberté et pas du tout parqués dans un enclos. Les archéologues ont retrouvé des traces de ces villages de nomades à Berchet et à Beni Hassan. Ces groupes pastoraux s'installent surtout dans les environs de la capitale, semant des centaines d'enclos à bestiaux dans toute la région du Fayoum. Mais bientôt, on observe un phénomène nouveau et de grande ampleur. Des étrangers originaires du Levant et d'Asie du Sud-Ouest arrivent en masse et s'installent dans le nord de l'Égypte. Ces populations, venues de l'Est, ont longtemps été assimilées à des envahisseurs barbares, sans foi ni loi, venus en Égypte pour s'emparer du pouvoir. Les fouilles récentes et les dernières analyses épigraphiques permettent du coup de corriger cette vision un peu trop simpliste, je pourrais même dire caricaturale. En effet, ces installations levantines dans la vallée du Nil se révèlent être plutôt pacifiques. Ces nouveaux arrivés sont en majorité des artisans, des commerçants et des pasteurs. Certains entament même une carrière au sein de l'administration royale. En vérité, ces étrangers suivent un mode de vie quasiment identique à celui des Égyptiens et les deux cultures semblent cohabiter durant quelque temps sans qu'on observe absolument ni conflit ni véritable invasion. Alors c'est vrai, il a été quand même démontré que certains Asiatiques étaient affectés à l'exploitation de certains domaines agricoles, que leurs conditions de vie étaient difficiles, mais il s'agit alors de prisonniers de guerre.
Pour en revenir aux nomades du delta, eh bien les fouilles ont montré qu'ils sillonnent une vaste étendue de territoire, allant jusqu'au bord de la mer Rouge et au sud du golfe de Suez. Eh bien c'est dans ce secteur que se trouvent des mines de galène, un sulfure de plomb très prisé des Égyptiens parce qu'il entre dans la fabrication du kohl, vous savez, un fard de couleur noire qui permet de souligner les yeux et de teindre des étoffes de couleur sombre. Ces mines sont exploitées de manière intense durant la première moitié du deuxième millénaire par les populations levantines et nubiennes, sans aucune intervention ni contrôle de la couronne. Ils se constituent comme ça en une petite société cosmopolite, parfaitement autonome sur le plan politique, composée de différents groupes ethniques. Ces hommes et ces femmes ne restent pas toute l'année dans le delta, Ils transportent leurs huttes, ils mènent leurs troupeaux jusque dans les régions d'extraction de la fameuse galène et ils vivent sur place le temps de récolter la quantité nécessaire qu'ils pourront ensuite vendre dans les villes égyptiennes. En revanche, l'administration royale égyptienne garde le contrôle du Sinaï, où les agents royaux supervisent l'exploitation des mines de cuivre et de turquoise. Toutefois, ils embauchent fréquemment des ouvriers nomades, parce qu'ils connaissent parfaitement le terrain. La fouille d'un sanctuaire dédié à la déesse Hathor, patronne des mines de turquoise, a mis au jour un grand nombre de stèles qui fournissent de précieuses informations sur l'organisation de ces expéditions et sur la vie quotidienne des ouvriers. Eh bien, on apprend notamment que des hommes originaires d'Asie participent à ces chantiers d'extraction et qu'ils en assurent même la garde. Au contact des Égyptiens, ils constituent leur propre système d'écriture, inspiré directement des hiéroglyphes. On appelle ça le proto-sinaïtique. L'exploitation du site repose, elle, en grande partie sur la collaboration et la bonne entente entre les Égyptiens et les populations qui habitent la région. Les autochtones, que les Égyptiens nomment les hommes du pays d'Iménou, occupent l'espace qui s'étend du delta oriental à la mer Rouge et sont chargés de fournir des centaines d'ânes afin de favoriser l'acheminement des outils indispensables aux mineurs. Ces populations sont parfaitement autonomes et la monarchie égyptienne sollicite leurs compétences pour accomplir certaines tâches que son administration ne peut évidemment mener à bien elle-même. Vous avez une autre société cosmopolite qui se forme aussi à l'intérieur des ports égyptiens. Ils sont utilisés de manière occasionnelle par des équipes qui s'apprêtent à embarquer en direction du Bab el-Mandab et du pays de Punt. Ils vivent dans de simples cabanes en pierre sèche. Ils utilisent au quotidien des récipients de céramique dont le style indique l'origine de leurs propriétaires. Ils viennent de partout, de Nubie, du Levant, de la mer Égée, de l'actuelle Érythrée et même d'Arabie du Sud. Ce sont des marchands indépendants qui commercent avec la Méditerranée et la Corne de l'Afrique pour leur propre compte. Les fouilles menées sur le site populaire de Tel el-Daba, dans le delta oriental, ont révélé qu'il est occupé par des groupes de marins, de marchands et d'armateurs qui sont tous d'origine levantine. Les occupants donnent alors naissance à une culture originale mêlant des éléments égyptiens et levantins. Ce site joue un rôle capital dans le trafic maritime égyptien parce que c'est dans ce port qu'accostent les navires chargés de produits égéens et levantins destinés au marché égyptien. Le principal port égyptien est en étroite relation avec le port d'Andoulis en Érythrée, étape essentielle sur la route maritime et terrestre qui mène de la mer Méditerranée à l'océan Indien, dont le contrôle échappe en grande partie à la couronne. Sauf que l'administration royale n'est pas complètement coupée du reste des échanges commerciaux avec ses pays voisins. La présence égyptienne est attestée loin des frontières du royaume du Nil. Sur les bords de l'Euphrate, des textes découverts sur le site de Mari font référence à des produits de Byblos destinés aux exportations égyptiennes. D'ailleurs, certains agents royaux portent des titres en lien avec les échanges avec le Liban, tels que gardien du département des biens de Byblos ou membre du bateau de Byblos. Ils illustrent comme ça l'importance que revêt pour les Égyptiens les échanges commerciaux avec le Liban, porte d'entrée des pistes menant à la Syrie. Les fouilles qui ont été entreprises dans le port de Byblos, justement, ont mis au jour une quantité considérable d'objets d'origine égyptienne, certains portant des noms de pharaons memphites. Durant le deuxième millénaire, les traces se font plus modestes et se réduisent à des éléments de parure, des miroirs, des épingles et des armes. En Nubie, au niveau de la deuxième cataracte, la présence égyptienne se manifeste principalement par un réseau de forteresses impressionnantes, érigées le long de la vallée du Nil.
Le puissant royaume nubien de Kerma entretient, lui, des contacts réguliers avec les populations habitant au bord de la mer Rouge, dans le désert occidental et dans le sud, jusqu'à la 4e cataracte. Kerma et Ititaoui constituent les deux puissances nilotiques du début du 2e millénaire, capables de s'opposer à la monarchie égyptienne, carrément. Elles empêchent les armées royales de s'emparer de la bande de 350 km qui sépare la première cataracte à Éléphantine de la 2e cataracte.